Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si on prend concrètement donc, la CNV pour une relation parent-enfant, qu'est-ce que c'est la première chose qu'on pourrait mettre en place pour faire redescendre la tension à la maison et avoir une atmosphère qui est apaisante? La clé fondamentale de la relation, à mes yeux, c'est l'écoute. L'écoute attentive de ce que l'autre vit derrière ce qu'il ou elle dit. Ce que la personne dit ne reflète pas forcément ce qu'elle vit. Nous avons donc besoin de porter notre attention à qu'est-ce qui anime cette personne quand elle dit cela ou qu'elle fait cela. Et ça, c'est un exercice d'empathie. Je me mets en lien avec ce que la personne vit. Et je chéris le lien. Donc, l'écoute permet de privilégier la qualité du lien. Et ça, c'est la mise en œuvre de la devise de la communication non violente. Le lien d'abord, le résultat ensuite. Et c'est juste à l'inverse de la plupart de nos habitudes qui sont le résultat d'abord. Range ta chambre, fais tes devoirs, mets ton pyjama, brosse tes dents, prépare ton bac. Et quand il y a du lien, quand on s'intéresse mutuellement, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te donne du sens, qu'est-ce qui te dégoûte, qu'est-ce qui t'enthousiasme dans la vie, qu'est-ce qui te peine ou te chagrine, il n'y a plus le temps, parce qu'on s'est occupé des choses à faire et non pas de la qualité d'être. Et quand je dis que la devise de la CNV, c'est le lien d'abord, le résultat ensuite, ce n'est pas du tout que l'on se fiche du résultat. On n'est pas dans une pensée binaire. Puisqu'il y a du lien, on s'en fout du résultat. Comme on aurait pu dans une autre pensée binaire, on veut d'abord du résultat et tant pis pour le lien. Ben non, il y a les deux. Mais ce qu'on observe, c'est que lorsque le lien a été chéri, soigné, lorsqu'on en a pris soin, donc, eh bien, le résultat s'ajuste assez facilement. Inversement, quand on a été préoccupé juste résultat, sans chérir et soigner le lien, waouh, alors les résultats sont précaires et laborieux. Dans ce que vous décrivez, il y a beaucoup aussi, pour nous les parents, ce rapport au temps. On est tout le temps dans la vitesse, tout le temps dans le vite, vite, vite. Et donc dans cette volonté d'avoir un résultat immédiat, sans être dans un temps long, vous le voyez ça que cette notion du temps, elle joue beaucoup dans notre incapacité à écouter et à communiquer correctement? Oh, bien sûr, bien sûr. Peu de personnes s'interrogent sur leur rapport au temps. Pour réaliser, je ne ferai pas l'économie du rapport au temps. Est-ce que je continue à vivre mon rapport au temps comme si c'était un ennemi qui m'empêche de vivre et contre lequel je dois me battre tous les jours? Ou est-ce que j'ai travaillé mon rapport au temps pour que ça devienne un ami, un allié qui me permet petit à petit de marcher vers mes projets, un compagnon de route? C'est un shift majeur dans nos vies qui change complètement notre rapport au vivant d'une manière générale et bien sûr aux êtres humains. D'abord avec moi-même parce que je prends du temps pour honorer l'humain que je suis dans toutes ses parties et ensuite avec l'autre, avec mon enfant. Si je suis préoccupé par le temps, je le maltraite, c'est-à-dire que je ne le traite pas bien. Et avec mon conjoint, mon compagnon, ma compagne de vie, mais ainsi de suite avec tous les enjeux de la vie. Et je vous en parle comme quelqu'un qui a couru une bonne partie de sa vie, et jusqu'à 33-34 ans, je courais comme un fou contre le temps. J'avais encodé, ayant vu mes parents courir beaucoup, j'avais encodé des messages simples, dépêche-toi, on n'a pas le temps, et on fera ça plus tard. Ça, c'est comme ça que j'ai grandi, bien que j'avais de bons parents. Et je vois que beaucoup d'enfants sont baignés dans cette même précipitation. Et alors, on s'étonne d'être tous épuisés. C'est pas un petit enjeu de nouveau de développement dit personnel que d'apprendre à pacifier son rapport au temps. Alors, j'imagine l'interrogation des personnes qui disent « Comment est-ce qu'on fait? Ça s'apprend. Ça s'apprend comme tout. Si je vous joue un joli morceau de clarinette, vous dites « J'ai envie de jouer de la clarinette comme toi ». Ben, ça s'apprend. On le décide d'abord. Hein. Et petit à petit, on observe son fonctionnement. Et on simplifie les choses. Et beaucoup de précipitations, de tensions par rapport aux enfants viennent que le parent n'a pas pris de temps pour soi. Alors, je l'évoquais hier dans la conférence, quitte à vous lever 20 minutes plus tôt, prenez d'abord du temps pour vous. Honorez la personne que vous êtes, en sorte que cette personne soit détendue, calme et disponible pour écouter les autres et avoir un rapport patient et aimant avec l'enfant qui, par nature, fait les choses dans un autre rythme que vous.
L'enfant, il vient de débarquer. Il a quelques années, 2, 3 ans, 4, 5 ans. Il n'est pas encore encodé dans cette précipitation contre le temps. Et heureusement, nous espérons, enfin en tout cas moi je l'espère, que les jeunes qui arrivent induisent un nouveau rapport au temps. C'est nous les adultes qui avons créé un rapport débile au temps. Nous sommes des produits de la société industrielle. Les gens qui étaient dans les fermes autrefois ont été engagés dans les grosses machines pour faire tourner l'industrie. Avec du travail de nuit, on a cassé complètement le rapport au rythme. Et nous sommes encodés comme des machines, comme des robots. Et donc, je pense que c'est vraiment précieux de travailler à changer ça. Et c'est notre initiative personnelle qui peut petit à petit faire ralentir cette espèce de Titanic fou dont on sait bien qu'il fonce sur son iceberg. Et souvent, en plus, on a l'excuse de dire « mais j'ai pas le temps d'apprendre ». Donc, de toute façon, j'ai pas ce temps. Donc, on est dans un cercle vicieux. C'est un choix qu'on peut faire. Alors, voilà. Quand j'entends ça, je dis vous faites le choix que vous voulez. Dans la formation aussi, vous pointez du doigt le fait qu'on a un vocabulaire très pauvre concernant notre ressenti. Et c'est vrai que moi, qui avais la sensation d'être plutôt à l'aise, quand vous donnez la liste de tous les mots, j'ai pris une petite claque parce que je vous dis en fait, pas du tout. En tout cas, j'utilise très régulièrement les mêmes mots alors qu'il existe une palette assez infinie. Ça vient d'où ce rétrécissement, en tout cas cette incapacité à nommer correctement toutes nos émotions? Bon, il y aurait beaucoup à en dire. Je pense que pendant des décennies et des décennies, la vie a été un peu un combat et il fallait faire sa place sur la planète. Au départ, se défendre des grosses bêtes qui prenaient toute la place. Petit à petit, construire une culture, une civilisation, ça s'est souvent fait par du combat, donc de la lutte, donc pas trop de sensibilité pour pouvoir avancer. Alors on peut comprendre ça historiquement, mais aujourd'hui, les gros dinosaures sont plus là pour nous menacer. Et en principe, on peut envisager des relations beaucoup plus pacifiées et développer donc une connaissance de soi beaucoup plus fine. Et c'est vrai que moi-même, j'étais surpris, alors que j'ai toujours aimé la langue et l'écriture et la poésie, de voir la pauvreté de langage que j'avais vis-à-vis de moi-même pour discerner et nommer les enjeux de ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'avais peut-être une quinzaine ou une vingtaine de mots pour dire mes sentiments. C'est fou. Alors, dans les formations de communication non violente, et vous aurez peut-être vu cette liste-là, on distribue un petit feuillet, une liste dans laquelle il y a plus de 150 sentiments agréables et 150 sentiments désagréables. Et ce sont autant de clignotants ou de signaux sur notre tableau de bord. C'est ça, l'utilisation des sentiments en communication non violente. Les sentiments agréables renseignent des besoins qui sont nourris. Quand vous êtes joyeuse, détendue, confiante, enthousiaste, émerveillée, c'est que des besoins de partage, de découverte, de rencontre, d'appartenance, de tendresse sont nourris. Et assez souvent, on est relativement au clair quand ça se passe du côté agréable. Mais là où c'est plus précieux, c'est quand les sentiments sont désagréables et qu'ils renseignent des besoins qui sont donc en creux et en manque, comme des clignotants sur un tableau de bord peuvent indiquer, attention, tu manques d'essence ou de pression dans le système de frein. C'est précieux de lire les clignotants. Quand je suis triste, découragée, déçue, fatiguée, impuissante, ça renseigne que des besoins de sens, de partage, de rencontre, de solidarité, d'appartenance ne sont pas nourris et qu'il est donc temps que j'en prenne conscience. Et on dépasse donc en communication non violente le clivage malheureusement très traditionnel entre sentiments positifs et sentiments négatifs, qui fait qu'on ne veut pas voir le négatif et qu'on le met dans la cocotte minute qui, tôt ou tard, explose ou implose. La distinction que nous faisons, c'est qu'il y a de l'agréable et du désagréable et tout est pertinent. Ça, c'est une clé majeure pour les personnes qui nous écoutent. Tous les sentiments sont bienvenus parce qu'ils nous parlent de ce qui se passe en nous. La tristesse, le désarroi, la colère, la rage, le dépit, la peur nous parlent de nous. Exactement comme un clignotant qui tout à l'heure nous disait ton plein est fait et la pression d'huile est bonne, tu peux y aller. 2 heures ou 3 jours plus tard, te vont dire attention, tu es au bord de la panne et de l'accident. Et donc c'est qui va juger négatif un clignotant qui nous dit attention, tu dois remettre du carburant ou attention, tu dois vérifier la pression de ton système de frein. C'est pas négatif, c'est peut-être inconfortable parce qu'il faut passer au garage et il faut prendre soin du besoin en question. Mais c'est drôlement précieux que de connaître les indicateurs de notre état intérieur. Et voilà une clé pour les parents. Si un enfant est en colère, triste, déçu, c'est qu'il a des besoins qui ne sont pas nourris. Et alors, si vous-même vous travaillez sur vous quand vous êtes triste, déçu, découragé ou en colère, vous avez des clés en comprenant l'humain dedans pour comprendre l'humain qui est devant et tenter d'aller rejoindre cet être-là qui est dans le dépit.
plutôt que de rabrouer, t'as pas le droit d'être en colère ou tu peux pas être triste, avec tout ce qu'on fait pour toi. Pouf, souvent, on a des vieux systèmes éducatifs comme ça, où on fout un gros couvert sur la cocotte minute et on n'apprend pas aux enfants à gérer leur vie émotionnelle. Alors que de la colère, évidemment qu'on va en rencontrer dans la vie. Et la colère n'est pas négative en soi. Ce qui est négatif, c'est ce qui peut arriver à la colère qu'on n'a pas appris à utiliser. Il y a des brutalités terribles qui sont liées au mauvais usage de la colère. Mais en soi, la colère est un indice de quelque chose qui ne va pas, et c'est précieux d'aller à l'écoute de ça. Moi-même, je peux témoigner que j'ai appris à faire des colères très claires grâce à la non-violence. Avant, j'étais trop gentil. Je disais, je suis un peu dérangé, mais c'est pas grave, ça m'incommode un peu, mais bon, faites comme vous voulez. Et je maquillais le truc pour ne pas accepter de dire, là, je suis en colère, j'ai besoin que ça change, et je vais vous en parler. Et on peut faire des colères non violentes, extrêmement claires, assertives, c'est-à-dire qui indiquent quelque chose sans agressivité. Et c'est vraiment précieux que, comme parents, nous puissions dire ça. Arriver à dire nos colères de façon assertive, sans terroriser l'autre. Et arriver, bien sûr, à bien écouter la colère de l'autre. Beaucoup de parents, je rencontre tellement dans mon travail, nous disent la difficulté à accueillir la colère de l'enfant. Et la plupart du temps, quand on travaille un tout petit peu, ils ont d'abord de la difficulté à accueillir leur colère. Ou alors ils sont emportés par des colères soupolées qui débordent dans tous les sens et qui ne savent pas gérer. Ou alors ils ont tout réprimé, ils ont mis des gros couverts sur la cocotte minute. Mais donc, de nouveau, plus ils vont apprendre à se connaître et à faire bon usage des différents sentiments, dont la colère, plus ils auront des outils pour comprendre ce qui se passe chez l'enfant quand il est en colère. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.